Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire Asie la Une. Voici tout de suite les principaux titres. Lenteur reconstruction pour les victimes du séisme du Sichuan. Discussion autour des prélèvements d'organes en Chine. Indonésie, des journalistes attaqués lors d'un défilé. Et nous ouvrons cette édition avec plusieurs nouvelles de Chine. En 2008, la province chinoise du Sichuan a été dévastée par un séisme de magnitude 8. 3 ans plus tard, les autorités considèrent les efforts de reconstruction comme une victoire. Mais certaines victimes affirment qu'elles se battent toujours pour se rétablir, et cela sans aucun accès aux aides financières qui leur permettraient de poursuivre la reconstruction. Cela fait plus de 3 ans qu'un séisme de magnitude 8 a dévasté la province du Sichuan. Le régime chinois déclare avoir dépensé jusqu'à présent plus de 85 milliards d'euros pour la reconstruction et que 95% des projets de construction ont été achevés. Pour les victimes, ces efforts sont loin d'avoir abouti. Certains se sont plaints auprès de nous. Leur situation sur le terrain ne correspond pas aux annonces faites par les médias officiels. Vous entendez les autorités affirmer que toutes les victimes sont relogées et les rapports des médias d'État démontrent à quel point la situation est bonne maintenant. Est-ce bonne? Ceux qui sont installés correctement sont les proches de fonctionnaires ou ceux qui sont en relation avec eux, c'est tout. Plusieurs victimes du séisme affirment que les efforts de reconstruction sont trop lents car ils n'ont pas accès à l'aide financière des autorités locales. Le secrétaire du parti régional s'accroche à toutes sortes de projets de financement, de sorte qu'il nous est extrêmement pénible de reconstruire notre maison. Cela se prolonge jour après jour et il ne nous offre aucune aide financière. La construction de notre maison s'arrête et redémarre constamment. Une victime affirme que les sinistrés auraient dû recevoir environ 4 200 € par maison endommagée. En réalité, seulement un dixième de cette somme a été distribuée. Chaque fois que nous évoquons le gouvernement ici, tout le monde se met à jurer. Si les gens se rendent à Pékin pour faire appel, le gouvernement régional envoie des gens pour les intercepter. Après avoir été renvoyés ici, nous serions torturés. Le séisme du 12 mai 2008 a fait plus de 85 000 morts et disparus. Parmi les victimes, nombreux sont les élèves ensevelis après l'effondrement de leurs écoles mal construites. Les efforts communautaires pour enquêter ont été entravés par les autorités. Des enquêteurs comme Tan Zhujian ou Wang Ti ont été emprisonnés sous de vagues accusations de subversion et de divulgation de secrets d'État. Ces dernières années, il est devenu difficile pour les consommateurs chinois de trouver des aliments sains, suite aux nombreux cas d'empoisonnement alimentaire causés par des additifs toxiques présents dans de nombreux aliments. Selon un rapport publié la semaine dernière, les responsables communistes ne seraient pas confrontés à ces problèmes. En effet, ils se procurent leur nourriture auprès de fournisseurs privés qui doivent respecter des normes de sécurité strictes. Alors que de nombreux scandales concernant la sécurité alimentaire continuent de gangréner la Chine, les médias locaux ont révélé que certains responsables communistes en Chine reçoivent des produits alimentaires propres et sains cultivés spécialement pour eux. Dans un article qui a ensuite été retiré de l'Internet, les Southern Weekend révélaient la semaine dernière l'existence d'une serre de culture spéciale à Pékin. La serre est protégée par une grille métallique de 2 mètres de haut et des produits biologiques qui sont préparés pour les fonctionnaires des douanes de Pékin. Ces fournisseurs de produits alimentaires spéciaux ne se limitent pas à Pékin. La gamme de produits est très variée, allant des fruits et légumes au porc et à la volaille. Ces fournisseurs doivent se conformer à des normes strictes de sécurité avant que leurs produits n'atteignent la bouche des responsables communistes. La majeure partie des Chinois est très loin de jouir de ces mêmes privilèges et la sécurité alimentaire les inquiète d'autant plus. Le ministère de l'Éducation de Pékin possède une parcelle de terrain près de Hubei. Ils ont tout ce dont ils ont besoin là-bas. Du poisson, des légumes, tout est pris en charge par leur propre personnel. Les fonctionnaires du ministère se partagent les produits et c'est ce qu'ils mangent. Les citoyens ordinaires n'ont personne pour s'occuper d'eux. Les hauts fonctionnaires vivent heureux et les gens mangent ce qu'ils peuvent en attendant la mort. Ces dernières années, les consommateurs chinois ont été intoxiqués par les substances dangereuses qui contaminent la chaîne alimentaire, que ce soit les haricots, le riz, les petits pains ou le porc. Vendredi dernier, le responsable de la sécurité alimentaire, Chang Hong, en dépit du discrédit, s'est empressé de confirmer que la sécurité des aliments était satisfaisante. Il a accusé les médias d'exagérer des problèmes qui en fait ne touchent qu'une minorité de la population. Les internautes ont vite riposté à ces commentaires. Ils requièrent que les autorités fassent davantage pour assurer la sécurité de ce qu'ils mangent en Chine.
Au mois de mai, cette année, s'est déroulé à Philadelphie, aux États-Unis, le congrès sur les greffes d'organes. Cette réunion a été l'occasion de faire le point sur les prélèvements forcés opérés en Chine. De nombreux experts ont exprimé leur inquiétude sur le fait que le régime chinois vise principalement les pratiquants de Falun Gong. Les défenseurs des droits de l'homme affirment que ceux-ci sont assassinés pour leurs organes. Le 1er mai dernier, à Philadelphie, lors de l'édition 2011 du Congrès américain sur les greffes, un groupe d'experts en transplantation d'organes a exprimé ses inquiétudes au sujet des prélèvements forcés d'organes. Depuis 2006, des allégations selon lesquelles le régime chinois assassine des prisonniers de conscience pour leurs organes sont examinées sur le plan international. L'organisateur des débats, l'association DAFO, Médecins contre les prélèvements forcés d'organes, a invité David Matas, avocat canadien des droits de l'homme, à s'exprimer. Matas et le défenseur canadien des droits de l'homme, David Kilgour, ont mené des enquêtes sur les prélèvements forcés d'organes opérés sur des prisonniers de conscience en Chine. Un grand nombre de victimes sont des pratiquants de Falun Gong, une méthode spirituelle persécutée en Chine. Matas a présenté des preuves de leur découverte, dont des transcriptions de conversations téléphoniques des enquêteurs, se présentant comme des personnes à la recherche d'une greffe, interrogeant des médecins chinois sur l'obtention d'organes vivants. Enquêteur, combien de greffes d'organes avez-vous effectuées? Dr Dai, entre 400 et 500 cas. Votre tâche principale consiste à préparer l'argent, suffisamment d'argent et de venir. Enquêteur, combien cela coûte-t-il? Dr Dai, si tout se passe bien, environ 16 000 à 22 000 euros. Enquêteur, combien de temps devrais-je attendre? Dr Dai, je dois vérifier votre compatibilité sanguine. Si vous venez, je peux le faire en 1 semaine. Enquêteur, j'ai entendu dire que certains organes provenaient de ceux qui pratiquent Falun Gong, qui sont très sains. Dr Dai, oui, nous en avons. Je ne peux vous parler directement par téléphone. Le docteur Danovich, directeur médical du programme de greffe des reins à l'Université de Los Angeles, Californie, affirme que la communauté internationale des greffes doit faire davantage pour arrêter les prélèvements d'organes sur les prisonniers exécutés. Tout ce que j'ai dit est que si nous ne faisons rien, nous devrons en partager la culpabilité. De nombreux experts médicaux qui ont assisté à la table ronde ont condamné le régime chinois. C'est très similaire à l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est atroce. Je pense que le monde doit vraiment se réveiller. Tout le monde a compris un problème important. Si l'utilisation d'organes de prisonniers exécutés est contraire à l'éthique médicale, le prélèvement d'organes vivants sur des pratiquants de Falun Gong est simplement un meurtre et un crime. Je pense que cette idée doit être claire. Lors de la discussion, des entreprises pharmaceutiques internationales ont également été invitées à prendre leurs responsabilités en empêchant les tests de médicaments sur les patients ayant reçu des organes de sources non identifiées en Chine. À Taïwan, l'entreprise de télécommunications Chunghwa a déclaré qu'elle ne renouvellerait pas le contrat avec notre chaîne partenaire NTD Asie-Pacifique, qui est diffusée en Chine par le satellite de Chunghwa. De nombreux téléspectateurs chinois ont exprimé leur soutien, disant que NTD AP Asie-Pacifique est la seule chaîne à diffuser des informations essentielles en Chine continentale. Ils incitent donc l'entreprise taïwanaise à renouveler le contrat au nom de la liberté des médias. Depuis avril dernier, de nombreux appels ont été adressés à la compagnie de télécommunications taïwanaise Chonghua afin qu'elle renouvelle son contrat de diffusion par satellite avec notre chaîne partenaire à Taïwan, NTD Asie-Pacifique. Nos téléspectateurs en Chine continentale appellent à leur tour Chonghua à renouveler le contrat. En tant que spectateur de NTD, je soutiens vraiment sa diffusion mondiale, surtout dans les endroits où les gens parlent chinois. Les médias de Chine continentale sont truffés d'informations mensongères. NTD a très bien pris sa responsabilité de médias diffuseur. En Chine, les médias officiels ne donnent pas de véritables informations. Ce sont juste des outils de propagande. NTD AP diffuse ses programmes dans la région Asie-Pacifique grâce au satellite de Chonghua depuis 2007. En avril, Chonghua a déclaré refuser le renouvellement du contrat à son expiration au mois d'août de cette année, prétextant ne plus avoir de disponibilité pour le signal de NTD en raison d'un changement de satellite. De nombreuses personnes rejettent cette explication et pensent que la compagnie a reçu des pressions du régime chinois. Le gouvernement taïwanais est le principal actionnaire de Chonghua et entretient des liens étroits avec la Chine continentale. Mais nos téléspectateurs chinois souhaitent que Chonghua respecte les idéaux démocratiques de Taïwan.
Taïwan doit être un lieu de démocratie. Chongqua devrait renouveler son contrat avec NTD. Cela correspond aux attentes de la communauté internationale, tout en respectant les valeurs de Taïwan. Une téléspectatrice du centre de la Chine occidentale a déclaré que Chongqua devrait suivre l'exemple de Google en termes de liberté d'information. Le géant du moteur de recherche s'est retiré du marché chinois en 2010, ne souhaitant plus se soumettre aux règles de censure du régime chinois. En tant qu'entreprise, Chongqua devrait suivre l'exemple de Google. Elle devrait respecter les principes de base de la liberté des médias. C'est la seule façon pour le public de recevoir plus d'informations, lui permettant de prendre ses propres décisions. NTD Asie-Pacifique a appelé le modérateur des télécommunications taïwanaises à enquêter et définir si Chongqua outrepasse les règles dans son rapport avec notre chaîne partenaire. Rendons-nous maintenant à Surabaya, dans le nord de l'Indonésie. Samedi dernier, une vingtaine de policiers ont été mis en examen pour avoir agressé des journalistes qui étaient en train de filmer un défilé de Falun Gong. Les policiers ont attaqué 4 journalistes tout en essayant d'arrêter le défilé. Ce devait être une journée de célébration samedi dernier à Surabaya, dans le nord de l'Indonésie. Mais des pratiquants de la méthode spirituelle Falun Gong ont été la cible de brutalités policières. Des policiers ont perturbé le défilé en attaquant 4 journalistes qui couvraient l'événement. 21 policiers ont été mis en examen, selon le Jakarta Times. Eko Nugroho Oscar, caméraman pour NTD, était l'un des 4 journalistes agressés par les policiers. Ces images montrent des policiers traînant un pratiquant de Falun Gong pour le faire entrer dans une voiture de police. Un policier a commencé à le maltraiter, d'autres policiers ont alors tenté d'arrêter les caméras de filmer. Un autre participant au défilé a été filmé, visiblement secoué avec des blessures évidentes sur le visage. Ce journaliste d'une chaîne de télévision locale a également été blessé par les policiers. Puis j'ai entendu quelqu'un crier « Les journalistes arrêtent toutes les caméras! Les journalistes arrêtent toutes les caméras !» Et tout à coup, ma main qui tenait la caméra a été frappée. Bien sûr, j'ai essayé de me libérer. Plusieurs policiers m'ont battu, donné des coups de pied et m'ont frappé. Bien que ma caméra n'ait pas été abîmée, j'estime que mon travail a été perturbé et je les ai ignorés. Je vais les poursuivre en justice. Je ne peux pas accepter cela. Environ 300 personnes d'Indonésie, mais aussi de Taïwan et de Singapour, étaient venues participer au défilé. Ils voulaient célébrer la journée mondiale du Falun Dafa ainsi que l'anniversaire de la ville de Surabaya. Les policiers auraient mis fin au défilé sous prétexte que celui-ci n'avait pas reçu d'autorisation appropriée. Mais les organisateurs du défilé ont répondu qu'ils avaient déjà obtenu une autorisation de la police. Le porte-parole de la police de l'Est de Java a déclaré au Jakarta Times que les autorités locales veulent limiter les activités du Falun Gong à la demande des responsables communistes chinois de la région. Le régime chinois persécute les pratiquants de Falun Gong depuis 1999 en Chine et utilise son influence diplomatique pour réprimer le groupe au-delà de ses frontières. Les pratiquants de Falun Gong de Surabaya disent vouloir porter plainte contre les policiers responsables de ces attaques. Les associations locales de journalistes ont également exhorté les autorités à enquêter minutieusement sur cette affaire. Et tout de suite, après notre courte pause, Israéliens et Palestiniens combattant pour la paix. Des millions de personnes célèbrent la journée mondiale du Falun Dafa, le 64e festival de Cannes. Chaque année, Israël appelle à la mémoire des soldats et civils morts pendant la guerre ou lors d'actes terroristes. Cette année, une journée du souvenir alternative a été créée par un groupe d'Israéliens et de Palestiniens. Ceux qui combattaient autrefois l'un contre l'autre ont réuni les parents en deuil des 2 nations. Voyons ce reportage de nos correspondants à Tel Aviv. Ils ont été soldats dans l'armée israélienne ou bien membres d'organisations palestiniennes ayant perpétré des attaques terroristes en Israël. Ils ont décidé d'abandonner la guerre et ont choisi de devenir plutôt des combattants pour la paix. Cette semaine, à la veille de la journée du souvenir, ils se sont réunis à Tel Aviv avec le cercle des parents de familles endeuillées en mémoire de ceux qui sont morts au combat pour soutenir l'arrêt du massacre sanglant des 2 côtés. Idan Barir a servi dans l'armée israélienne pendant 10 ans
et est devenu capitaine au cours de la guerre de Gaza. Il a senti que quelque chose était profondément erroné. Il a donc rejoint l'Organisation des combattants pour la paix et a commencé à rencontrer des Palestiniens. In one point, I wanted to know the other side, to reach to whom I believed used to be my enemies before. À un moment donné, j'ai voulu connaître l'autre côté, entrer en contact avec des gens que je prenais auparavant pour mes ennemis. Ça a été la combinaison de différents processus. D'une part, comprendre que le service militaire est la cause de la violence, et aussi comprendre que nous devrons renoncer à la violence. Un père endeuillé qui a perdu sa fille il y a 15 ans alors qu'elle n'avait que 14 ans a rejoint le cercle des parents israéliens et palestiniens de familles endeuillées. Il tente de convaincre les adolescents et les adultes de soutenir la paix. La raison qui me fait sortir de mon lit le matin, c'est d'aller dire aux gens, ce n'est pas une fatalité. Il n'est écrit nulle part que nous devons continuer à nous entretuer. Et la seule façon de parvenir à cette entente, c'est par le dialogue. Silwan est un faubourg de Jérusalem-Est et l'arène des affrontements entre soldats israéliens et habitants palestiniens. Mais il y a aussi des gens qui s'identifient à la douleur ressentie de l'autre côté. Nous sommes venus ici partager notre peine avec les Israéliens, de même que les Israéliens partagent leur douleur avec nous. Les gens morts des deux côtés sont les mêmes. Les mères qui ont perdu leur fils sont les mêmes des deux côtés. Les pleurs, la douleur, le bonheur, il n'y a pas de différence entre une famille juive et une famille arabe. Ce n'était pas facile pour eux de rencontrer les gens de l'autre bord et de mettre de côté les préjugés. Ils avaient peur de rencontrer ceux qu'ils avaient l'habitude de voir au bout d'un canon de fusil. Je suis resté à l'écart, à regarder les gens, et tout à coup, cela m'a frappé comme l'éclair. C'était la première fois que je voyais les Palestiniens comme des êtres humains. J'ai rougi de honte. J'avais 47 ans, et c'était la première fois que je voyais les Palestiniens comme des êtres humains, et non pas comme des titres d'articles de presse. Je me souviens d'une femme palestinienne, une femme âgée, portant les habits noirs traditionnels, et tenant la photo d'un enfant de 6 ans à la main. Et de la même manière, mon épouse porte le nom de notre fille. Maintenant, El Hanan donne des conférences partout en Israël et en territoire palestinien, y compris dans les écoles. Quand je me trouve devant une classe d'enfants palestiniens ou israéliens et qu'un enfant dans les derniers rangs hoche la tête comme ça, c'est un miracle. J'ai sauvé une goutte de sang. Dans le judaïsme, une goutte de sang est comme un monde tout entier. Ces enfants portent tant de haine. Les Israéliens et les Palestiniens ont besoin de casser le mur très épais de la peur et du désespoir. Les gens qui ont assisté à l'événement pensent qu'il y a un espoir de paix en dépit de la situation tendue dans la région. People from both sides, Israelis and Palestinians, bereaved families, ex-combatants, we all came here to les gens des deux côtés, israéliens et palestiniens, nous sommes tous venus ici offrir quelque chose à l'avenir, de l'espoir, de la réconciliation, des actions et du travail en commun. Toutes ces choses, vous pouvez les trouver ici. NTD News, Tel Aviv, Israël. Le week-end dernier, dans le New Jersey, aux États-Unis, le Dalai Lama a orchestré un sommet de 3 jours sur l'éducation de la paix, auquel ont participé d'autres lauréats du prix Nobel et des personnalités comme Deepak Chopra. Le but de ce sommet est d'examiner la façon dont les nations, les familles et les individus peuvent établir des fondations pour la paix. Un reportage à notre correspondant NTD dans le New Jersey. Du 13 au 15 mai, le Centre des arts scéniques du New Jersey a hébergé un important sommet sur le maintien de la paix, organisé par la Maison du Tibet aux États-Unis et la fondation Drew A. Katz. Le maire de Newark, New Jersey, animait la conférence. Parmi les nombreuses personnalités invitées à intervenir pour la paix, se trouvait sa sainteté le Dalai Lama, qui a parlé de l'importance de maintenir un cœur et un esprit calme en abordant les problèmes relatifs à la paix. Trop d'émotions, d'attachement, de colère, de peur. Dans cet état mental, vous ne pouvez pas raisonner objectivement. De cette façon, votre conclusion, mauvaise conclusion. Je pense que vous pouvez me considérer comme un petit psychologue bouddhiste.
De nombreux intervenants ont parlé de l'importance de pratiquer la méditation comme une clé vers la paix intérieure qui peut, en retour, influencer notre environnement. Il est très important pour nous de comprendre qu'en l'absence de transformation personnelle, il n'y a pas de transformation sociale. Cette paix ne peut être seulement créée que par ceux qui sont en paix. Deepak Chopra, un auteur à succès invité à cette conférence, a également précisé que la méditation peut aussi affecter nos gènes. Au cours des quelques dernières années, j'ai eu la chance d'étudier certaines recherches et il est absolument fascinant de voir qu'en réalité, nous influençons le comportement de 95% de nos gènes. Grâce à certaines pratiques mentales, nous pouvons réellement changer la structure et le comportement de notre cerveau. Lorsque le thème important de la paix dans le monde a été abordé, le Dalai Lama a parlé de l'importance du rôle de l'Amérique dans la défense de la liberté. Je pense toujours que l'Amérique est le véritable garant de la démocratie. Bon, nous pourrions discuter sur ce point, mais je pense réellement que l'Amérique, bien entendu, la moralité a chuté, mais dans les grandes lignes, l'Amérique reste le champion de la démocratie, de la primauté du droit et de la liberté. Ainsi, l'Amérique a la responsabilité morale de veiller sur les autres continents où existe un manque de démocratie, de liberté individuelle. Ces points ainsi que la liberté religieuse. Au cours des 3 jours du sommet, plus de 100 intervenants pour la paix au niveau local et international ont tenu de petits ateliers qui exploraient diverses méthodes que les individus peuvent utiliser pour renforcer la paix en eux-mêmes et au sein de leur communauté. NTD News, Newark, New Jersey. Vendredi dernier, le 13 mai, des dizaines de millions de personnes à travers le monde ont célébré le 12e anniversaire de la journée mondiale du Falun Dafa. Ce jour était aussi le 60e anniversaire du fondateur de la pratique, M. Li Hongzhi. Le Falun Dafa, aussi connu sous le nom de Falun Gong, est une ancienne pratique spirituelle chinoise. Au cours du week-end, M. Li Hongzhi a reçu des milliers de salutations de personnes qui ont bénéficié de la pratique à travers le monde. Le 13 mai 1992, M. Li Hongzhi présentait Falun Dafa au public chinois, une pratique spirituelle fondée sur les caractéristiques de l'univers, l'authenticité, la bienveillance, la patience. 19 ans plus tard, la pratique, également appelée Falun Gong, est connue dans le monde entier. On estime le nombre de personnes pratiquant cette méthode à plus de 100 millions. Depuis l'an 2000, le 13 mai est reconnu comme la journée mondiale du Falun Dafa. Cette année, les célébrations correspondaient au 60e anniversaire de M. Li Hongzhi. Celui-ci a reçu des milliers de vœux du monde entier. Beaucoup de ces souhaits provenaient de Chine, où la pratique est persécutée par le PCC depuis 1999. Je souhaite au maître Li un joyeux anniversaire, la santé et une longue vie. Il a amené les pratiquants de Falun Dafa à devenir des modèles d'éthique et de moralité pour le peuple chinois. Non seulement il a fait connaître Falun Dafa, mais il a également promu les merveilleuses traditions morales du peuple chinois. Le site web Minghui est une plateforme mondiale pour les pratiquants du Falun Dafa. Minghui publie régulièrement des informations sur la persécution de la pratique par le régime chinois. Mais ce week-end, le site a reçu un nombre impressionnant de cartes de vœux pour M. Li. Plus de 8000 de ces vœux venaient de Chine. Pour beaucoup, ces vœux sont importants. Ils montrent la résistance de la pratique à 11 ans de brutale persécution par le Parti communiste chinois. Chaque année, les célébrations de la journée du Falun Dafa reçoivent de plus en plus d'éloges et de soutien de la communauté internationale, y compris des gens de Chine continentale. Cela montre que Falun Dafa a vraiment touché le cœur de la communauté internationale, même en Chine où la pratique est persécutée. Dans un grand nombre de ces vœux, le public exprimait l'espoir de voir Falun Dafa à nouveau librement pratiqué en Chine. Falun Gong enseigne aux gens à être bons et à apporter de grands bienfaits à ceux qui pratiquent. Si la Chine arrête de persécuter Falun Gong et permet aux gens d'apprendre la pratique, cela améliorera grandement la force morale de la société et harmonisera le corps et l'esprit des pratiquants.
Je souhaite au maître Lionge un joyeux anniversaire. Les pratiquants de Falun Dafa ont célébré dans le monde entier cet anniversaire avec leur communauté. Depuis son introduction hors de Chine en 1995, Falun Dafa et son fondateur, M. Li, ont reçu près de 3000 proclamations et lettres de soutien de représentants de différents gouvernements. Rendons-nous maintenant en France où se déroule comme chaque année le Festival de Cannes au Palais des Festivals. Ce festival reste fidèle à sa vocation fondatrice de révéler, de mettre en valeur l'évolution du cinéma et de célébrer le 7e art à l'échelle internationale. Sous l'égide du Festival de Cannes et créé en 1998 par Gilles Jacob, la Cinéfondation sélectionne chaque année 15 à 20 courts et moyens métrages présentés par des écoles de cinéma du monde entier. Notre journaliste sur place est allé leur rendre visite. Au Festival de Cannes, la Cinéfondation est un de ses volets de la sélection officielle. Elle organise chaque année à Cannes une compétition de courts-métrages réalisés par les élèves d'écoles du cinéma du monde entier. Depuis sa création, plus de 40 pays et 70 cinéastes se sont rencontrés. Sortis de l'université New York NU à Singapour, Nathanaël Carton et Jordan Schiel sont tous deux réalisateurs. Nathanaël est en sélection officielle et présente son court-métrage Su'u et Ushikawa, dont le sujet est le problème de l'immigration au Japon ainsi que la prise en charge des personnes âgées. Un problème dans la gestion de la prise en charge des personnes âgées au Japon. Il manque de l'aide, il manque des maisons, et donc voilà, cette jeune femme en fait qui s'installe chez ce vieux monsieur. Ce qui m'intéressait, c'était de voir en gros comment cette relation, comment cette relation nécessaire peut quand même être condamnée par la société japonaise dans la mesure où elle n'a pas de papier. J'ai pas voulu vraiment aborder le thème d'un point de vue politique, mais plus du côté humain, où comment en fait se manifeste le poids d'une société sur la vie de couple de tous les jours. Quand un couple a une dynamique très différente. En l'occurrence, elle est dans sa trentaine, elle vient du Myanmar, tandis que lui approche de ses 80 ans, il est japonais. Et comment en gros cette dynamique très spéciale, intéressante, peut rentrer directement en conflit avec la société et le couple tel que comprend la société japonaise. Donc au final, le film illustre l'idée que malgré la modernité du Japon, comme beaucoup d'autres pays, il peut être difficile de s'aimer en toute légitimité. Quant au sujet de Jordan, il porte sur la nécessité du mariage pour les garçons en Chine, homosexuels ou pas, car en Chine, plus de 90% des hommes sacrifient leur bonheur pour le bien des codes de la société et de la famille. Nathanaël nous explique le bagage que fournit l'université au cours de ses études. Voilà, l'école nous forme dans la spécialité qu'on recherche dans le cinéma. Donc en l'occurrence, nous on avait tous les deux choisi la réalisation, et sur 3 ans, on nous fait toucher un peu à tous les domaines du cinéma pour qu'au final on ait une compréhension et une compétence à un certain point dans chacun de ces domaines pour qu'on puisse ensuite diriger une équipe et vraiment comprendre ce que c'est qu'un plateau. NTD Cannes, France, Suzanne Durand. Nous l'avons suivi ces derniers mois tout au long de cette tournée européenne. La compagnie de danse et de musique classique chinoise Shenyun Performing Arts est aujourd'hui de retour à New York. Notre correspondant NTD était à l'aéroport de New York avec de nombreux fans pour accueillir les artistes. Voyons cela. Mardi dernier, après plus de 2 mois de tournée en Europe, Shenyun Performing Arts est rentrée à New York. La compagnie a visité 12 pays d'Europe et se produit dans 17 villes différentes. Pour certains d'entre nous, c'était la 3e année de tournée en Europe. Beaucoup de villes et de théâtres nous sont déjà familiers. Ils nous connaissaient bien aussi. C'était la même chose au Coliseum de Londres. Ce théâtre est beau et de très haute classe. Les spectateurs aussi étaient des gens de la haute société. D'après notre contact avec eux lors de la réception de fin de spectacle, ils ont vraiment bénéficié pleinement du spectacle. On pouvait dire qu'ils l'avaient compris. Les spectateurs ont applaudi les artistes qui se sont produits de ville en ville, partant parfois tard le soir pour la prochaine étape de la tournée.
Ils applaudissaient jusqu'à en avoir mal aux mains. Ils applaudissaient tous chaleureusement. Nous avons été vraiment très touchés. Les artistes de Shenyun ont le sentiment d'avoir entièrement dépassé l'appréciation habituelle des spectateurs européens. D'habitude, ils n'applaudissent qu'à la fin d'une scène. Cette fois, au cours du spectacle, pendant la scène des petits moines, ils ont applaudi en plein milieu, 8 fois. Bien que Shenyun ait terminé sa tournée européenne, les spectateurs new-yorkais auront la chance d'assister au mois de juin à une série spéciale de représentation de Shenyun au centre Lincoln. NTD News, New York. Et nous voici arrivés au terme de ce journal. C'est avec plaisir que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Asie à la Une. Au revoir.